Quand l'OMS a déclaré que nous faisions face à une pandémie, il y a eu un véritable branle-bas de combat dans tout le réseau de la santé pour se préparer à faire face à ce nouvel ennemi. On a vu les hôpitaux se préparer à mettre en place des tentes, des annexes, des pré-triages, délimiter des zones rouges, orange, jaunes avec des trajectoires de soins COVID, non COVID. Pendant ce temps-là, moi, je regardais complètement à l'opposé. Je regardais vers la communauté, bien en amont des hôpitaux. Plus particulièrement, je regardais vers la communauté des personnes âgées. Alors que les hôpitaux faisaient des calculs comptables sur leur nombre de lits, le nombre de civières, le nombre de ventilateurs à se préparer, nous, au CLSC, en soins à domicile, on avait le vertige parce que notre nombre de lits est, pour ainsi dire, illimité. Si le virus se propage dans la communauté, on peut se retrouver avec un nombre presque infini de patients malades à devoir gérer en même temps. Et donc, j'avoue que ça nous donnait un peu la frousse d'imaginer les proportions que ça pouvait prendre en termes de besoins pour les soins à domicile dans la clientèle gériatrique du territoire. Je travaille au CLSC de Verdun depuis 10 ans en soins à domicile. Notre équipe médicale couvre pour un très grand territoire, là, qui est tout le sud-ouest Verdun, qui est un territoire densément peuplé. On est en milieu urbain, avec une population assez âgée et malade aussi. On est habitué au débit, on est habitué à prendre en charge un gros volume de patients. Or, la pandémie nous a amenés à faire face à un nouveau rythme de travail en accéléré auquel on n'avait jamais fait face, même si on est une équipe très expérimentée. Puis on s'est retrouvés tout un peu novices face à cette nouvelle réalité et ce nouveau virus. À la fin du mois de mars, on a commencé à avoir des appels des résidences privées, de ressources intermédiaires. Les infirmières appelaient CLSC en disant on a peut-être des patients suspects de COVID, on aurait besoin d'évaluation médicale. Je me souviens que la veille de ma première visite dans une résidence, je faisais de l'insomnie parce que je repassais en tête tout le processus pour retirer l'équipement de manière sécuritaire, puis j'essayais d'intégrer ces notions-là pour ne pas contaminer tout ça. Surtout le scénario où je savais que j'allais devoir avoir plusieurs patients suspects, tout en prenant en considération qu'on avait un manque criant d'équipement de protection. Alors là, ça générait une petite angoisse, un peu d'insomnie. Mais j'étais chanceuse parce que ma tante m'avait envoyé par la poste une boîte de masques chirurgicaux. Alors là, je me trouvais toute chanceuse d'avoir mes petites munitions pour aller au front, aller à la guerre avec mes petits masques. Mais j'allais pas je me doutais pas qu'on allait rapidement avoir à gérer des centaines de patients malades et qu'on allait avoir besoin d'une tonne de masques. Lors de ma première visite dans une résidence, j'ai vite compris que ça allait pas du tout. Je passais d'une chambre à l'autre en restant sur le seuil de la porte. J'ouvrais des portes et là, je passais d'un patient en détresse respiratoire vers un patient semi-comateux, vers un autre qui gémissait. Disons que c'était une introduction assez brusque en la matière. Alors là, rapidement, parler avec les familles, établir des niveaux de soins, faire livrer de la médication rapidement au chevet des patients, mais surtout mobiliser en toute urgence le personnel infirmier du CLSC pour venir donner des soins de confort à ces patients-là. C'était un peu comme une scène de film. Il y avait une aile, entre autres, où tous les patients étaient malades, tous les patients malades étaient concentrés sur la même aile. Puis les gens se promenaient dans les couloirs, se tenaient contre le mur, faibles. J'entendais des gens tousser. Il y avait comme beaucoup de trafic. Puis moi, je me promenais à travers de ces gens-là avec mon habit d'astronaute. Puis je me demandais un peu qu'est-ce que je faisais dans ce mauvais film d'horreur. C'était vraiment surréaliste. Donc non seulement ça, mais là, il fallait y retourner le lendemain dans cette résidence-là et le surlendemain et le jour suivant parce qu'il y avait toujours des nouveaux cas qui se rajoutaient. Mais en plus de ça, c'est qu'il fallait revoir ceux qu'on avait déjà vus pour les réévaluer, redonner des nouvelles aux familles, revoir le plan de traitement, ajuster tout ça, les thérapeutiques.
Donc, c'est vite devenu une montagne de travail vraiment importante à gérer. Puis la prochaine chose qu'on apprenait, c'est que le même scénario se reproduisait dans une autre résidence. Donc, en quelques jours, on s'est retrouvés avec 2 éclosions majeures dans 2 sites différents. L'un de 85 patients, l'autre de 160 patients. 50 de tous ces résidents-là ont attrapé la COVID et on a eu des taux de décès autour de 30 Tout est allé vraiment vite. C'était une course contre la montre. Il fallait se dépêcher de voir tous les patients, monter les dossiers, avoir la liste des antécédents, revoir toute la médication, parler avec les familles, clarifier le niveau de soins, orchestrer les soins avec les infirmières. Ça allait vraiment très, très vite. Pour moi qui fais aussi de l'urgence, j'avoue que je me mettais un peu dans le même état d'esprit que quand j'arrive à l'urgence puis que je vois que ma salle d'attente est pleine. Donc, j'ai sauté dans l'arène un peu avec la même attitude qu'un urgentologue qui veut faire du débit puis voir le plus de patients possible parce qu'il y a trop un gros achalandage. Donc là, en 2-3 minutes, j'essaie de me faire une tête sur le patient, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le pronostic, c'est quoi le plan de match. Et next, suivant. Mais j'avoue que pour moi et mes collègues, ce rythme-là, ça a été très déstabilisant. C'est tellement l'opposé de ce qu'on fait d'habitude. En temps normal, on prendrait le temps de s'asseoir sur le lit avec le patient, on lui prendrait par la main, on échangerait de tout et de rien, on parlerait de sa vie, de ses expériences, de son vécu, on essaierait de comprendre qui il est, ses valeurs. Souvent, on serre notre patient dans nos bras ou la famille, on pleure avec notre patient, puis une fois la visite terminée, on revient dans notre maison, dans notre voiture, on prend un moment pour réfléchir à tout ça, puis on se nourrit des échanges qu'on a eus avec notre patient, puis la discussion qu'on a eue, ça amène toujours des belles réflexions. Je trouve aussi que comme médecin, bien, dans notre relation avec le patient et avec sa famille, bien, on essaie quand même un peu, bien modestement, d'aider à trouver un sens à tout ça, trouver un sens à la mort pour ceux qui restent, pour ceux qui vont pleurer le défunt. On essaie d'être présent pour eux dans cette étape-là. Puis même si on n'est pas des curés ou des animateurs de pastoral, là, comme médecin, on est témoin, puis on est plus que témoin et on contribue bien malgré nous à une certaine forme de rite de passage qui est celle de la mort. Donc on est impliqué là-dedans avec la famille, puis ça peut être quelque chose de beau. Mais en temps de COVID, rien de tout ça n'existe. Je pense que l'urgence d'agir nous a obligés à ravaler notre émotion puis à garder la tête froide. Concrètement, gérer une éclosion majeure dans une résidence, c'est loin d'être une mince affaire. Il faut comprendre que la plupart des résidences privées pour aînés n'ont pas de médecin attitré. Ou s'ils en ont un, ce médecin-là, habituellement, n'est pas de garde 24/7, puis on comprend. Mais aussi, c'est que souvent, ce médecin-là de résidence, de notre expérience, en tout cas, c'est souvent des médecins qui ne sont pas habilités à faire des soins de confort, des soins palliatifs. Donc, en temps normal, quand un patient d'une résidence privée présente un tableau, une condition aiguë, un patient gériatrique instable qui ont besoin d'une prise en charge médicale à domicile, bien, l'équipe du CLSC va être déployée pour ce dit patient. Et puis, si on a à offrir des soins palliatifs, des soins de fin de vie à ce patient, eh bien, on le fait de peine et de misère à chaque fois. C'est-à-dire qu'organiser les soins de fin de vie dans des résidences privées ou dans des ressources intermédiaires, ça a toujours été un défi de taille. À chaque fois, il faut faire des pieds et des mains pour mettre en place une présence au chevet 24 heures sur 24. Parce que le personnel des résidences privées, habituellement, n'offre pas les soins de confort, ne vont pas donner, par exemple, de morphine injectable sous-cutanée. Donc là, il faut trouver des façons pour mettre une infirmière au chevet 24 heures sur 24 pour un seul patient, par exemple,
fin de vie dans une résidence privée. Donc, à chaque fois, c'est un casse-tête. On essaie de mettre quelqu'un d'une agence privée, des organismes communautaires. Puis, on finit par y arriver la plupart du temps au prix de moult efforts. C'est toujours ardu. Mais là, on s'est retrouvés du jour au lendemain avec des dizaines de mourants sur les bras dans des résidences, dans des milieux collectifs qui sont pas des milieux de soins, qui ne sont pas organisés pour offrir tout ça. Donc, ça a été quelque chose. Normalement, le personnel soignant, les infirmières qui travaillent dans des ressources intermédiaires, des résidences privées, quittent à 16 heures et laissent les bénéficiaires sous les soins de quelques rares et insuffisants préposés aux bénéficiaires qui couvrent seuls tout le corps de soir, de nuit, jusqu'au lendemain matin à 8 heures. Donc, c'est des endroits, c'est pas du tout des milieux de soins, ça se veut des milieux de vie, c'est très bien, mais c'est comme si toute cette structure-là était pensée que si les gens sont malades, vont pas bien, la solution, c'est l'urgence, c'est l'ambulance. Où on leur dit hypocritement aux patients, bien, allez consulter votre médecin de famille au cabinet ou allez dans un sans rendez-vous, sachant pertinemment que la plupart de ces gens-là ne sortent plus de leur résidence ou encore de la ressource intermédiaire parce que c'est des patients qui sont lourdement malades, handicapés, démence sévère, insuffisance cardiaque sévère, MPOC sévère, etc. Donc, la plupart, on en voit beaucoup, c'est des gens qui sont très malades, mais contrairement à un CHSLD où il y a une présence 24 heures sur 24 d'une infirmière avec des médecins qui font régulièrement des tournées, en résidence privée, en ressources intermédiaires, malheureusement, il y a beaucoup d'aînés qui se retrouvent dans des déserts de soins médicaux, carrément. C'est carrément ça, des déserts. Rapidement, il a fallu trouver des infirmières pour combler tous les corps de travail, jour, soir, nuit, parce qu'on avait trop de soins de confort à mettre en place. En même temps, on avait trop de patients instables en même temps qu'on devait soigner et bien soigner, bien évidemment. Donc, pendant que l'armée était déployée dans les CHSLD partout dans la province, nous, bien, on a déployé l'armée du CLSC. Donc, on a eu la chance d'avoir un gros contingent d'infirmières auxiliaires qui se sont installées dans les résidences privées, dans les ressources intermédiaires, puis qui ont donné des soins 24 heures sur 24 grâce à un effort surhumain de recrutement et de mobilisation de personnel délesté. Bon, l'armée n'était peut-être pas déployée dans les résidences privées ou dans les ressources intermédiaires, mais moi, j'ai vu les infirmières devenir des commandantes militaires. Je les ai vues organiser une cafétéria, transformer ça en quartier général, réquisitionner des armoires, des frigos, où on allait placer la médication pour avoir la pharmacie prête pour tous les patients, monter des tableaux de bord avec la liste de tous les patients malades, ceux qu'on devait aller voir. Puis aussi, elles ont vraiment orchestré les soins autour des patients en dépêchant les auxiliaires auprès de ceux qui avaient besoin qu'on les stimule à être hydratés, qu'on les stimule à manger, tout ça. Donc, j'ai été vraiment émue de voir les infirmières se tenir debout et gérer ça vraiment comme des militaires, là, déployer toute la machine de guerre malgré le stress, malgré la fatigue. J'ai trouvé qu'on avait au CLSC des infirmières vraiment incroyables. Une autre chose qui m'a beaucoup émue, c'est de constater à quel point j'avais dans mon équipe des collègues médecins en or. Il nous est tombé dessus une masse incroyable de patients à devoir gérer rapidement. Pour la plupart, c'était tous des patients orphelins de nous, c'est-à-dire des nouveaux patients qu'on prenait en charge. Puis évidemment, ça a rendu nos gardes hyper occupés. Donc, du jour au lendemain, les médecins qui étaient de garde avaient des tonnes d'appels, non seulement toute la journée, mais le soir, la nuit, la fin de semaine. En plus de, bon, bien entendu, et aussi un peu malheureusement, beaucoup de bulletins de décès à remplir.
mais des nouvelles à donner aux familles, des prescriptions urgentes à faire tout le temps. Donc, on a fait un gros travail d'équipe, tout le monde ensemble. Puis jamais j'ai entendu mes collègues broncher, jamais je les ai entendus se plaindre. Puis ça me fait réaliser comment c'est précieux, ce travail d'équipe-là entre médecins, de pouvoir se soutenir, mais d'affronter cette vague-là ensemble, solidairement. Donc, on avait une équipe du tonnerre, dois-je dire, au CLSC, franchement, avec, oui, bien sûr, infirmières, médecins, mais aussi tout le personnel de l'EST, ergo, physio, TS, qui sont venus prêter main forte en résidence privée, en ressources intermédiaires. Je pense qu'on a réalisé qu'on avait cette expertise-là déjà en CLSC, en soins à domicile, pour faire des soins palliatifs, des soins gériatriques. Donc, c'était déjà dans notre ADN. C'est sûr que j'aurais aimé que les choses se passent autrement. J'aurais aimé que les patients ne soient pas confinés dans des petites chambres. J'aurais aimé que les familles soient présentes, que les proches puissent être là, surtout pour la fin. Ça a été très difficile de vivre ça tout seul. Je pense que ça aurait pris beaucoup plus de sens si la famille avait été au chevet avec nous. J'aurais aimé ça aussi, avoir plus de temps avec chacun de mes patients pour les accompagner, mieux les connaître, puis pas juste avoir l'impression qu'à chaque jour, il y avait des nouveaux décès qui s'accumulaient, puis ça allait trop vite. Mais je pense que dans ces circonstances exceptionnelles qu'on a connues, je pense qu'on a fait quelque chose d'assez incroyable et de beau, je dirais. Je pense qu'on a donné des bons soins, puis qu'on a répondu à l'appel, qu'on a bien agi. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il se trouve dans les CLSC des équipes de soins à domicile qui sont expertes dans les soins aux personnes âgées, dans les soins palliatifs. Il faut profiter de ces travailleurs ultra compétents pour affronter les éclosions de COVID dans les milieux collectifs pour aînés. Mais c'est essentiel que des médecins soient impliqués dans ces équipes-là, basées en CLSC, pour travailler main dans la main avec les infirmières, parce que on parle ici de patients qui sont gravement malades, instables. Puis je pense que sans l'apport des médecins dans les équipes de soins à domicile, ces patients-là se retrouvent hospitalisés et c'est un flot continu de patients qui partent des résidences, des ressources intermédiaires vers l'urgence. Donc, si on veut être capable de faire des bons soins sur place, il faut que les médecins soient présents avec les équipes de soins à domicile, c'est indéniable. Je pense que ça prend une directive ministérielle pour doter dès maintenant toutes les équipes de soutien à domicile de la province d'équipes médicales de garde 24/7 qui prennent en charge tous les patients gériatriques instables et tous les cas de soins palliatifs du territoire. C'est urgent de faire ça parce que la vague de la COVID, c'est une petite vaguelette à côté du tsunami gris qu'on connaît qui submerge notre système de santé.